Mesdames, Messieurs, bonsoir, nouvelle émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir, pardonnez-moi, j'ai pris l'antenne trop tôt. Nouvelle émission, la 6e ou la 7e, je ne sais plus. Nouveau numéro de C'est dans le sol, émission produite par la coopérative Rhizobium qui accompagne, comme vous le savez maintenant, des groupes d'agriculteurs, de maraîchers, de forestiers, de jardiniers pour apprendre à observer la santé de leur sol. La coopérative Rhizobium qui a donc créé le réseau Sol pour ce faire, qui est un centre de ressources, une université populaire des sols, qui propose des formations en groupe, un kit Sol-Eau, qui est une boîte à outils pour vous, praticiens du sol, des tutoriels partagés sur le net et maintenant des vidéos tutos à la façon C'est pas sorcier, une appli de saisie de données et un labo partagé. Et puisque vos demandes de formation sont nombreuses, il y a le Pecnolab proposera dès l'année prochaine une formation mixte digitale, à savoir 2 jours de stage au labo et un enseignement à distance pour maîtriser les protocoles d'évaluation de la santé du sol et adapter ses pratiques aux effets du changement climatique. Formation accessible par tous et prise en charge par les fonds Vivea. Je ne sais pas ce que c'est, vous le savez mieux que moi, pour les agriculteurs partout en France. Le Pecnolab, le réseau sol, c'est donc aussi une émission mensuelle. C'est dans le sol. Un coup, c'est 20 minutes. Un autre coup, c'est 1 heure. Comme le mois dernier, c'était 20 minutes. Et bien, ce mois-ci, c'est 1 heure. Et puisqu'on est près de Noël, c'est une émission. Ah bah non, je vais vous le dire après. Voilà, c'est donc un rendez-vous par mois à partir de sujets que vous proposez. Et on se charge, enfin, il se charge chez Rhizobium de trouver le ou la spécialiste pour y répondre à partir des questions que vous posez et qui sont sélectionnées. Mesdames, Messieurs, vous êtes déjà plus de 80, je vous remercie. Il est 20h34. Ici à Paris, il fait un temps de merde. L'érosion des sols, c'est donc le sujet du mois de décembre. Ça n'a strictement rien à voir avec Noël. L'érosion des sols, quelle solution au pluriel? L'érosion des sols, c'est le sujet que nous aimons bien, nous autres journalistes, auteurs, médiateurs, parce que ça fait des belles vidéos, ça fait des belles ravines, ça fait des beaux sols qui tombent sur les routes. C'est bien catastrophiste. C'est autre chose, l'érosion des sols. C'est aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, j'ai animé un débat pour le CNRS, ce serait aussi dans le passé le début de l'Anthropocène. Enfin bref, on y reviendra peut-être avec Yves Le Bissonnais. Bonsoir, allumez votre micro. S'il vous plaît, voilà, bonsoir Yves. Alors je signale à nos auditeurs, à nos auditrices, aux gens qui nous regardent qu'on a tous des petits problèmes de liaison. Manifestement, tout le monde est en télétravail. Même moi, avec la fibre optique, je vois que mon débit n'est pas très élevé. Donc excusez-nous s'il y a un temps de latence entre l'image et le son. Donc Yves Le Bissonnais, vous avez exercé vos talents à l'INRAE pendant très longtemps, où vous fûtes directeur de recherche. Vous êtes le co-auteur avec notamment Maëlys Desrousseaux, je vous cite Maëlys Desrousseaux parce que c'est une amie, Sol artificialisé chez Quae Éditions. Yves Le Bissonnais, est-ce qu'on peut définir simplement l'érosion et est-ce qu'elle recouvre toujours ce que nous autres journalistes montrons, c'est-à-dire une catastrophe? Alors, l'érosion, ce n'est pas forcément une catastrophe, c'est déjà un phénomène naturel au départ. C'est le transfert de particules à la surface du sol sous l'action d'un agent en général. Donc, on parle d'érosion hydrique quand c'est l'eau. Et donc, finalement, ce processus naturel au départ, c'est ce qui a formé les reliefs, creusé les vallées, etc. Alors là où ça devient intéressant pour nous, c'est que ce phénomène est accéléré par les activités humaines, l'agriculture en particulier. En fait, dès qu'on met le sol à nu, c'est-à-dire dès qu'il y a défrichement et mise à nu de la surface, travail du sol en particulier. D'accord. Donc, à la base, ça peut être quelque chose de naturel. C'est un processus naturel. Il y a toujours dans la nature, si j'ose dire, des flux de terre. Il y aurait comme un cycle de la terre. Alors voilà, dès qu'il y a du relief en fait, et dès que la géologie, enfin la tectonique forme des reliefs et qu'il y a des précipitations, finalement, il y a de l'érosion à partir du moment, tant que le sol n'est pas protégé justement par une couverture végétale. Donc, c'est la combinaison d'un agent, la pluie, qui entraîne le ruissellement, une surface qui reçoit cette eau qui va se déplacer en fonction de la pente et qui va plus ou moins ruisseler en quantité en fonction du taux d'infiltration qui va être lié à la couverture du sol et aux pratiques agricoles, ainsi qu'aux propriétés du sol lui-même, sa porosité et sa capacité à absorber de l'eau qui va arriver à la surface.
Mais spontanément, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir une érosion naturelle. C'est sur quel type de sol? Parce qu'on n'imagine pas un sol totalement nu. C'est dans quelle région, sur quel type de sol qu'on la trouve en Alors, priorité? il y a à l'origine de l'érosion en montagne, c'est-à-dire c'est Hein. quand les sols sont vraiment nus pour d'autres raisons, soit trop d'aridité, trop de froid, et donc Mhm. la végétation, quand elle n'a pas le temps de se développer ou pas les moyens de se développer pour des raisons climatiques, il y a de l'érosion naturelle. Donc, en fait, il y a des sols qui restent en permanence nus parce que l'érosion est plus rapide que la vitesse de croissance de la végétation qui va les protéger. D'accord. Donc ça, c'est des sols qui, sur plusieurs siècles, finissent par disparaître complètement, mettant la roche à nu ou pas du tout? Alors oui, ces sols-là, c'est ce qu'on appelle souvent des badlands dans certaines Ah, régions. d'accord. Donc en Comme aux anglais, États-Unis. Mhm. voilà, aux États-Unis. Et donc ces sols-là sont en permanence nus et soumis à l'érosion hydrique. Et donc chaque année ou régulièrement, à chaque fois qu'il pleut, on a des matériaux qui sont emportés. Alors ça arrive, ça peut s'arrêter si on arrive à une roche dure, c'est-à-dire que là, on passe à d'autres phénomènes avec de la dissolution, des processus d'érosion chimique. Mais là, c'est un autre processus. Mais jusqu'à ce stade-là, tant que la roche est meuble, c'est le cas en D'accord. particulier dans les marnes où chaque année, le gel des gels remet en surface des matériaux fragmentés et qui font être érodés par les événements pluvieux. D'accord. Et ce sol qui part, question naïve, il est emporté par l'eau, il finit où? Je parle bien de l'érosion naturelle. On le retrouve où? Alors, c'est là où c'est intéressant parce que ce sol qui est transporté, qui est emporté à partir de zones en relief, il peut servir et produire finalement d'autres sols à l'aval. Donc, il y a une relation très étroite entre l'érosion et le transfert de l'eau et la formation de transferts dans les cours d'eau, les petits ruisseaux et les grandes rivières, et les dépôts à l'aval. Donc, beaucoup de régions ont des sols fertiles parce qu'il y a de l'érosion en amont. D'accord. Et l'érosion éolienne? Alors, l'érosion éolienne, on va peut-être en parler un petit peu moins. Un tout petit. Oui, oui, Disons, le même principe, mais l'agent érosif est le vent. tout Et donc, simplement. une bonne partie des facteurs qui sont à l'origine de la sensibilité à l'érosion éolienne sont les mêmes que ceux qui sont à l'origine de la sensibilité à l'érosion hydrique. C'est le fait que le sol soit nu et Mhm. peu couvert et friable en surface. Par contre, on a de l'érosion éolienne sur des sols plats et donc la pente ne joue pas. Mais Et, sinon, il faut que le sol soit nu et sec en général pour qu'il y ait moins de cohésion entre les particules et que le vent puisse emporter les éléments à la surface du sol. et c'est ce qui explique les raisins de la colère, cette érosion gigantesque dans le Middle West américain dans les années 30. Alors voilà, dans les années 30, on a parlé du Dust Bowl, c'était Ouais. le bol de poussière qui arrivait jusqu'aux politiciens de Washington. Donc c'est ce qui a été à l'origine de la prise de conscience de la fragilité des sols aux États-Unis dans les grandes plaines. C'était un mélange en fait d'érosion hydrique et d'érosion éolienne qui a été à l'origine de cette crise importante qui elle-même a été à l'origine de la recherche sur l'érosion des sols et de la création D'accord. du service de conservation des sols aux États-Unis. Et ça, l'homme en était en partie ou tout à fait responsable de ce qui s'est passé aux États-Unis? Alors, l'homme en était largement responsable dans la mesure où il a mis à nu des D'accord. énormes surfaces très rapidement et donc en les mettant en culture, en particulier des très très grandes surfaces d'un seul tenant, il a créé cette vulnérabilité des sols qui ensuite a été soumise aux agents atmosphériques liés au climat local. D'accord. Alors, cette affaire, comment dirais-je, l'importance du facteur humain dans l'érosion, je vous dis, hein, j'ai animé un débat, des débats pour le CNRS en fin de semaine et quelqu'un a tenté de définir l'Anthropocène. Et une des définitions, c'est une étude de l'Institut Max Planck qui montre que dans 600 lacs à travers le monde, on retrouve une augmentation énorme, enfin autre que naturelle, plus rapide, plus forte que liée au phénomène naturel, une accumulation de sédiments à partir d'il y a 4000 ans qui correspond, quand on regarde les études de pollen, à une première vague de déforestation. Ça pourrait marquer l'Anthropocène. Bon, enfin bref, mine de rien, ça veut dire que l'impact de l'homme se mesure depuis très longtemps, depuis 4000 ans. Donc, voilà, on se met, on s'auto-flagelle aisément dans nos pays en disant c'est le remembrement, c'est tout ça, mais finalement ça date d'il y a très longtemps. On faisait pas mieux il y a quelques siècles, Yves Le Bissonnet.
Alors oui, comme je disais, l'érosion, c'est toujours la combinaison de ces quatre facteurs, hein, le climat, donc la précipitation, la sensibilité du sol, la pente, mais surtout la couverture végétale. C'est vraiment le facteur numéro un, ce qui fait que dès qu'on a commencé à défricher des sols, dès qu'on a commencé à brûler des forêts, à cultiver, on a créé des phénomènes d'érosion. Par contre, au départ, probablement qu'on ne cultivait que des petites surfaces et du coup, l'agriculture en elle-même avait un impact relativement modéré parce que la distance de transfert des sédiments ne pouvait pas être très, très importante. D'accord. Le premier facteur, c'est d'ôter toute couverture au sol, hein, c'est bien ça. Voilà. Ouais. D'accord. Ça revient vraiment, hein, c'est intéressant, à toutes les émissions finalement. Tous les interlocuteurs, tous les intervenants insistent là-dessus. C'est la couverture du sol qui fait finalement tout. Et ça semble tellement évident qu'il faut le répéter, vu que manifestement, ça veut dire qu'on l'a oublié. La couverture du sol, mais ça veut dire quoi? C'est une couverture en profondeur, c'est une couverture en diversité de racines, c'est une couverture tout le long de l'année. Est-ce que c'est possible sur tous les types de sols? Concrètement, ça veut dire quoi la couverture du sol pour lutter contre l'érosion? Alors, je suis désolé, je n'ai pas entendu la fin de la question, j'ai une coupure, mais en gros, la couverture du sol, c'est la couverture à la fois dans le temps et dans l'espace. D'accord. Donc, ce qui protège le sol, c'est le fait qu'on ait une couverture la plus dense possible, le plus longtemps possible au cours de l'année. Et c'est vrai que forcément, l'agriculture, par définition, en tout cas de la manière dont elle est pratiquée traditionnellement, elle met le sol à nu pendant certaines périodes, ne serait-ce que pendant la période au moment des semis, sauf si on fait du semis direct sous couvert, on y reviendra sûrement. Donc, le fait que le sol soit couvert le plus longtemps possible et avec une densité la plus forte, c'est ça qui protège le sol. Après, il y a un rôle de la couverture aérienne, il y a un rôle du système racinaire, et c'est l'ensemble en fait de ces éléments-là qui font que à la fois on protège la surface de l'impact des gouttes de pluie, ce qui va limiter la formation d'une croûte de battance. C'est le fait que la surface se désagrège, les mosses se désagrègent et créent une surface imperméable. Et puis ensuite, le système racinaire, les éléments végétaux ou les résidus même, qui sont à moitié enterrés dans le sol, vont créer des chemins préférentiels d'infiltration de l'eau, d'une part, et vont ensuite, même s'il y a du ruissellement en excès, ralentir, freiner ce ruissellement. D'accord. Donc, il y a un triple rôle de la végétation. Et j'oubliais encore un rôle supplémentaire, c'est indirectement l'apport de matière organique qui va améliorer la stabilité structurale du sol. Est-ce qu'il y a des sols qui sont plus susceptibles d'être érodés et donc de réclamer une couverture du sol plus dense? Alors, tout à fait. Il y a des sols qui sont vraiment très, très sensibles à l'érosion. C'est assez complexe parce qu'il y a l'infiltration de la surface elle-même, l'infiltration de l'horizon global du sol. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les sols limoneux, donc qui ont une teneur en limon, c'est-à-dire les éléments de taille intermédiaire entre les argiles et les sables, ces sols les plus riches en limon, ceux du bassin parisien, du nord du bassin parisien, sont les plus fragiles parce qu'ils ont une structure très fragile, une stabilité structurale faible, on appelle ça. Et donc, l'impact des gouttes de pluie va former des croûtes qui, en quelques, je dirais, dizaines de millimètres de pluie, vont créer une surface imperméable qui va, du coup, être à l'origine d'un ruissellement très, très important, même pour des pluies de faible intensité. Pour des sols plus argileux, il va falloir des intensités de pluie beaucoup plus fortes pour que le ruissellement démarre, parce qu'une partie de l'eau s'infiltre grâce à la structure qui est conservée. Petite question, est-ce qu'on peut... non, est-ce qu'on peut... Je reformule ma question. Vous parliez tout à l'heure d'érosion naturelle. Est-ce qu'il y a un volume d'érosion que l'on peut considérer comme acceptable par hectare et par an? Alors, Un c'est volume ou en masse, hein, je ne sais une pas. question un peu complexe. Bah On oui, parle de seuil en tonnes par hectare et par an, ouais, effectivement, d'érosion. Considère que l'érosion est significative et a un impact important au-delà de 1 tonne par hectare et par an en moyenne. d'accord. Donc, c'est un petit peu un seuil qui est couramment retenu. Après, certains sols très fins vont évidemment être beaucoup plus fragiles, c'est-à-dire que pour la même quantité d'érosion, ils vont plus rapidement perdre de l'épaisseur et donc perdre de la réserve en eau, perdre de la profondeur d'enracinement et donc être plus fragiles. Certains sols très profonds, très épais, vont pouvoir supporter de l'érosion plus longtemps. Par exemple, quand on a les limons du bassin parisien sur de la craie,
on voit très bien l'érosion historique avec l'affleurement des craies, les zones blanches qui affleurent sur les ruptures de pente. Donc là, ça montre qu'on a érodé la plus grande partie du potentiel de sol de ces zones-là. Alors, je lisais dans une publi de Nature il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, J'arrive pas à lire, mais... qui fait un parallèle entre le problème d'approvisionnement en phosphore, enfin la teneur en phosphate des sols et l'érosion, très intéressante, très inquiétante, qu'on est dans le monde entre 4 et 19, pardon, on peut aller jusqu'à une dizaine de tonnes par hectare et par an dans certaines zones du monde en termes d'érosion. J'y reviendrai à cette publi par rapport au phosphate. Et dans le Lauragais, on en est à combien? Alors, moi, je ne sais pas exactement, je n'ai pas de mesures récentes dans le Lauragais, mais la spécificité du Lauragais, c'est que c'est une érosion euh, en ravine, très souvent, donc avec des versants, avec des pentes assez fortes. Et du coup, on a des épisodes exceptionnels, des érosions qui sont liées aux orages de printemps, le plus souvent, sur des cultures de printemps, comme le tournesol. Et donc, le sol est pratiquement pas protégé. On a des intensités de pluie très, très fortes sur une pente forte. Et même si ces sols-là sont relativement résistants, on peut avoir des taux d'érosion sur un seul orage qui dépassent les 10 tonnes par hectare et par an. Alors, et même parfois, plusieurs dizaines de tonnes par hectare et par an ont été mesurées. D'accord. Christophe Pouyanne et Didier Bellaval, vous êtes tous les deux agriculteurs. Christophe, vous êtes maire d'Appel. Didier Bellaval, vous êtes maire de Montcabrier. C'est bien ça, je ne vous ai pas inversé. Hein. Non, bien, Didier. Alors, vous êtes tous les deux céréaliculteurs. L'un est en bio, l'autre ne l'est pas. Didier, non, question à tous les deux. Il y a un vrai problème, il y a un problème d'érosion chez vous. C'est intéressant, vous êtes à la fois agriculteur, donc praticien et maire. Est-ce qu'il arrive parfois que le maire engueule l'agriculteur en lui disant mais voilà, tu fais les choses pas bien, tu dégueulasses mes routes. Ça arrive chez vous? Parfois, ça arrive, oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'en tant qu'agriculteur, en étant maire, dès qu'on voit la terre sur les routes, on comprend très bien le problème de ça arrive des champs et c'est une partie du capital qui s'en va, qui est notre foncier. Et c'est toute la perte qu'on a, c'est les cultures qui n'en profitent pas. Et ça c'est irréversible. Et c'est récurrent chez vous sur les routes? Enfin, sur les routes. Il y a un vrai problème d'érosion par chez vous, Christophe? Tout à l'heure, M. Le Bissonnet disait que c'était exceptionnel. J'ai envie de dire non, c'est régulier. On peut dire qu'en gros, une fois par an, on a un épisode important météorologique qui déverse de la boue sur la route. C'est plus ou moins important, c'est plus ou moins. Et c'est souvent effectivement sur des parcelles qui viennent d'être ensemencées, donc des cultures de printemps. Et alors, on peut toujours, moi je l'ai fait dans ma commune parce que c'est. À force, on voit bien, on a identifié les zones et les parcelles qui sont en cause, c'est toujours les mêmes. Évidemment, c'est des parcelles qui sont assez pentues. Et donc, moi, j'ai été voir l'agriculteur, j'ai dit, écoute, ça fait 2 ans de suite, c'est la communauté de communes donc, qui paye le déblaiement des fossés. Je lui ai dit, attention, il va y avoir un ras-le-bol de la communauté de communes, on va vous demander de payer. Donc, quand tu fais du tournesol dans cette parcelle, débrouille-toi, laisse une petite bande enherbée, plante autre chose, je ne sais pas, mais fais attention parce que sinon, à force, c'est toi qui payeras le déblaiement. Alors, on va y venir à ça. Rentrez pas tout de suite dans le détail. Qu'est-ce qui est. Alors, vous dites c'est des pluies, c'est le printemps, c'est le tournesol. Quels sont les facteurs pour vous, messieurs ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire ou moins faire pour éviter l'érosion, autre que l'érosion naturelle quand il pleut? Bon, ben voilà, c'est un facteur naturel. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On le verra après. Mais qu'est-ce qui cause d'érosion dans le Lauragais? Dans le Lauragais, ça a été dit, on a une longue période, soit de l'hiver jusqu'au semis, au printemps, mais c'est des sols découverts. Je pense que là, la couverture, de moi les plantes, jouerait bien un rôle de couverture et limiterait le phénomène d'érosion. Après, ce qu'il faut surtout penser, c'est qu'on a des terres comme plus solides, peut-être, ce n'est pas des terres limoneuses, c'est des terres argileuses. Après, on a besoin aussi de
d'avoir des rotations de culture régulières. Et aussi, il faut voir aussi l'aspect économique aussi, l'aspect risque. Et c'est vrai que nous, avec les terrains argileux, les versants sud et les versants nord, c'est parfois difficile de gérer un couvert végétal, notamment pour implanter des tournesols ou des maïs. Voilà. Pourquoi? Simplement parce que c'est en pente ou parce que c'est de l'argile? Parce que les sols se réussissent très mal au printemps. Ouais. Et bon, après, bien sûr, il y a certainement le fait d'adapter aussi les sols, parce que les sols, il faut une transition. C'est vrai, les conducteurs végétales, c'est bien, un semi-direct sous couvert, mais il faut aussi une période d'adaptation. Et ça, c'est difficile, on l'a pas. C'est compliqué. Je suis passé par là, donc je peux vous en parler. C'est difficile de faire une couverture permanente des sols, c'est ce que vous dites. Couverture, non, mais c'est implanter une culture céréalière, tournesol ou autre, avec un couvert végétal. Il y a la part de risque. Après, bon, il faut déjà les outils, des semences spécifiques. Hein. Mais bon, c'est vrai que dans nos terres argileuses, c'est moins facile, ça se ressoude beaucoup moins vite au printemps. Et on a du mal à faire des très bons semis et avoir des bonnes levées. Et donc, on fera ça une rentabilité économique régulière, disons. Christophe Pouyanne, c'est pareil quand on est en bio? Oui, enfin, moi je dirais l'érosion elle est causée par plusieurs facteurs. Il y a aussi un facteur historique du fait que, je dirais il y a une cinquantaine d'années, mais à la louche, c'est une zone où on pratiquait la polyculture élevage. Et à partir du moment où on a spécialisé les zones agricoles et où dans le Lauragais, il n'y a pratiquement plus de polyculture, on ne fait que de la monoculture, évidemment, les paysans ont retourné les prairies et ont commencé à travailler des versants de plus en plus pentus, puisqu'on a commencé à travailler en remontant le long des coteaux. Alors, même si plus on monte, moins la terre est fertile, et il faut savoir que les phénomènes d'érosion, ça amène la fertilité en bas, pas en haut. On voit même des agriculteurs, des fois, qui, avec les bulles, remontent de la terre le long des champs pour récupérer un peu le capital qui est parti. Donc, moi, je dirais que j'ai une expérience que j'aimerais bien raconter au niveau du phénomène d'érosion en agriculture. Monsieur Le Bissonnet, tout à l'heure, disait que c'est l'eau. Moi, je dirais que c'est d'abord le travail du sol qui fait qu'on provoque de l'érosion. Quand le sol n'est pas travaillé, l'érosion, elle est voire nulle, voire invisible ou beaucoup plus faible. Et moi, quand je me suis installé comme agriculteur, j'ai un jour sur une de mes parcelles, on va dire ma parcelle était comme ça, j'ai mis le haut, j'ai planté des arbres sur le haut et j'ai commencé à travailler en bas. Et bien, 25 ans après, la parcelle que je ne retourne plus, que je ne travaille plus avec des arbres, et celle que je travaille en dessous, il y a un talus à peu près de 45-50 cm. Ça veut dire que le fait même de travailler le sol, je pense le sol naturel qu'on ne touche pas, il est dilaté, je dirais. Et le fait de le travailler, on le contacte, on compresse les éléments du sol. Après, il y a plusieurs facteurs, effectivement, la présence le taux de matière organique dans les sols, la granulométrie aussi des façons culturales, les façons culturales qui sont extrêmement importantes aussi, dans le sens de la pente, en travers la pente. Tout ça, c'est des leviers sur lesquels peuvent jouer les agriculteurs pour limiter ces phénomènes-là. Alors sur les pentes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller de haut en bas ou de bas en haut, ou suivre les courbes de niveau pour éviter le phénomène? Qu'est-ce que vous conseillez? Il faut surtout varier. Varier, c'est-à-dire quand on a une pente, on travaille en travers de la pente. C'est pas toujours facile, il faut le dire. Ça dépend de la parcelle qu'on a. C'est pas toujours facile. Et puis il faut avoir tendance justement dans ces labours à faire dans le sens où on remonte à la terre, parce qu'on peut le labour met la terre sur le côté, la retourne et met la terre sur le côté. Alors en règle générale, on commence par en haut et on retourne la terre de façon à la remonter à chaque fois. Yves Le Bissonnet, qu'est-ce que vous inspire ces pratiques? C'est difficile d'avoir une couverture permanente sur ces sols-là, compte tenu des pontes, etc. Oui, mais je crois qu'on a quand même entendu plusieurs des raisons importantes pour lesquelles l'érosion s'est aggravée dans cette région. Il y a le fait qu'on a un relief très particulier de coteaux avec des versants, avec des pentes fortes et assez longs. Et l'évolution, donc la suppression de la polyculture élevage, a supprimé les prairies. Ces prairies dans le paysage, elles étaient des zones tampons qui favorisaient l'infiltration de l'eau qui pouvait venir de l'amont. Donc ça, c'est un premier point très, très important. Et du coup, on est arrivé à cultiver des versants entiers d'un seul tenant. Et la même parcelle du haut en bas, c'est vraiment ça pour moi
un des gros problèmes et une des causes principales de cette érosion qui va jusqu'aux routes et jusqu'aux vallons en bas. Donc, ce n'est pas toujours possible, vu l'intensité de la pente, de cultiver en courbe de niveau. On est obligé de travailler dans le sens plus ou moins de la pente dans certains cas. Et du coup, là, on ne peut rien faire si ce n'est découper le versant et ne pas avoir une parcelle qui fait toute la longueur du versant, quelquefois plusieurs centaines de mètres d'un seul tenant. Donc, une possibilité, ce serait de redécouper les parcelles, par exemple, à la rupture de pente en amont, pour avoir une parcelle différente, avec des cultures et des occupations différentes, que le sol ne soit pas nu au même moment, en haut et en bas de la parcelle, par exemple. Et malgré tout, il y aura des circonstances où il y aura effectivement quand même du ruissellement. Et dans ce cas-là, en plus de l'action qu'on peut avoir sur la parcelle elle-même par le type de travail, par les outils, etc., on est obligé d'envisager l'érosion à une autre échelle, à l'échelle du paysage. Et donc, ça peut être le paysage, en hydrologie, c'est souvent le bassin versant. Dans la région du Lauragais, on peut le réduire au versant lui-même et donc avoir une haie, une bande enherbée en bas de parcelle. Donc, avec rien que ce redécoupage du versant en 2 ou 3 parcelles, une bande enherbée à l'aval de chacune des parcelles avec une haie en bas, je pense qu'on pourrait limiter en tout cas une grande partie des conséquences en sortie de parcelle à l'aval. Didier Bellaval, ça fait des parcelles beaucoup plus petites, ça. Et bien sûr. Vous perdez de la surface, vous perdez du rendement, c'est pas facile à entendre, ça, non, pour un paysan? Ben non, mais en fait, pour rebondir par rapport à M. Lussonnet, là, vous parlez de bande enherbée et de haies pour arrêter un petit peu moi je parle le transfert, hein, c'est le transfert de l'eau, des bouts, tout ça. Moi je pense que la terre doit rester là où elle est, elle ne doit pas arriver dans la bande enherbée. Quand elle arrive à la bande enherbée, elle est déjà partie, c'est fini. Il faut qu'elle reste figée sur le sol. Et donc là, c'est bien des plantes qui doivent figer le sol là où il est. Des plantes ou autres, en fait. Voilà, donc une fois qu'une partie est bande enherbée, à mon sens, c'est fini, elle est partie. Voilà. Donc pour vous, c'est le type, c'est les itinéraires de culture qui comptent, c'est l'assolement qui compte le plus, qui compte avant tout. Oui, l'assolement, oui. Après, c'est l'alternance de culture. Moi, la bonne idée, moi, c'est vraiment avoir une couverture végétale permanente. Ça, c'est l'optimum. C'est comment y arriver. C'est c'est vrai que mon collègue parlait d'élevage. C'est vrai qu'à 60 ans, il y avait de l'élevage. Il y avait en gros peut-être un tiers des parcelles qui étaient couvertes en permanence, que ce soit à travers des prairies ou autres. Et il y avait aussi une plante qui était vraiment formidable, qu'on a encore, mais qu'on a un peu perdu. Mais c'est dommage, c'est la luzerne. Dans notre Lauragais, elle pousse très bien et elle peut bien nourrir nos sols et puis elle peut justement faire cette couverture permanente. À nous de trouver la technique pour essayer d'implanter dedans, de la réguler, qu'elle ne plante pas le dessus sur les cultures qu'on implante. Moi, je pense qu'il y aurait un gros atout de cette plante sur nos terres. En interculture? En interculture, en culture permanente. Moi, je fais des cultures de semences de luzerne et c'est vrai que c'est une plante qui est pendant 3 ans implantée sur les sols. C'est vrai que l'érosion, on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Et c'est important. Moi, je trouve que c'est un point positif. Yves Le Bissonnais, c'est bien la luzerne? On est absolument d'accord. Hein. Moi, je suis à 100% d'accord que la première mesure, c'est la couverture permanente du sol. C'est ce que je disais au début. Hein. Après, si je dis qu'il faut arrêter de faire du tournesol dans le Lauragais, ça ne va peut-être pas passer si facilement parce que c'est effectivement ces cultures qui, par leur itinéraire, mettent les sols à nu à une période de l'année où les sols sont vulnérables. Donc voilà, il faut bien trouver les meilleures solutions, sont celles aussi qui sont faciles à adopter par les agriculteurs dans le système actuel de production. Alors, André, je ne comprends pas. Et pour nos amis qui ne sont pas forcément paysans, c'est quoi le problème avec le tournesol? La spécificité du tournesol par rapport à l'érosion des sols? Je dirais que ce n'est pas la seule culture, mais c'est une culture de printemps dont le semis se fait à une période où il laisse le sol nu avec une forte probabilité d'orage de printemps qui arrive dessus. Et donc, c'est vraiment cette période-là qui est la période critique et pour laquelle il y a le risque d'érosion le plus fort. Et d'autant plus qu'il y a une grande partie de la surface des versants ou de la région même qui est au même moment avec cette même culture.
le risque est d'autant plus étendu. D'accord. Parce que les orages, ils ne tombent pas partout, ils tombent localement. Donc, quand vous dites, moi, quand je disais au début, c'est des événements un peu exceptionnels, c'est par comparaison avec des climats comme ceux du nord du bassin parisien, où il y a de l'érosion. Il peut y en avoir tous les jours pendant des semaines, je dirais. Alors que là, c'est un orage, il va tomber sur une commune ou sur une petite partie de la commune une année, et puis l'année suivante, ce sera sur quelques centaines de mètres plus loin, etc. Donc, c'est quand même des événements, même s'ils sont récurrents tous les ans, on en voit sur la même parcelle, ils ne retombent pas forcément tous les ans. Mais Christophe Pouyanne, on ne peut pas faire du semi-direct de tournesol sous couvert pour régler le problème? Moi, je ne fais pas, mais on peut faire des cultures associées. C'est-à-dire par exemple, moi, je teste depuis plusieurs années, je fais plus que se tester, puisque je l'ai fait. Je trouve que je cultive des blés paysans, c'est-à-dire c'est des blés qui montent très haut. Et donc, je fais des tentatives de semis de blé sur luzerne vivante. C'est-à-dire, il y a une luzerne en place, je fais une façon superficielle, je sème mon blé, et après, le blé et la luzerne poussent en même temps. Alors, là, j'ai commencé à tester. La première année, j'ai eu quelques soucis parce que c'était une parcelle qui a bien poussé. La luzerne est allée pareil que le blé. Ah bah, c'est malin. Avec ces variétés paysannes, comme les blés montent assez haut, on n'est pas embêté. Donc, il peut y avoir il y a des solutions de culture associée. Moi, la couverture permanente du sol, j'estime qu'en laissant, j'exporte pas la paille, par exemple, sur les blés, parce que j'ai pas d'animaux, et l'argent que ça va me rapporter, ça sert à rien. Donc, je préfère la laisser sur le terrain. Pour moi, ça va améliorer la structure de mon sol, et surtout, ça va lui faire un mulch qui va rester en hiver ou pas, si j'ai envie, et je pourrais reprendre la parcelle au printemps. Pour moi, mon sol est couvert, les adventices repoussent. Je trouve ça préférable à de nouveau faire une façon culturelle et de nouveau implanter un engrais vert qu'on aura du mal à reprendre au printemps, parce qu'on peut avoir des printemps très pluvieux et on ne peut pas rentrer dans les parcelles. Donc, vous n'exportez rien du tout, n'exportez pas votre paille, Yves Le Bissonnais. Oui, alors... pardon, allez-y, répétez. J'exporte mes graines quand même. Oui, vous exportez vos graines, mais la paille, elle reste sur la terre. Yves Le Bissonnais. Oui, j'allais dire, avec ce type de pratique, on se rapproche vraiment de ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, finalement, dont les différents principes sont de couvrir, de garder les sols couverts le plus possible, c'est-à-dire d'implanter une culture dans une autre, etc. Ça, c'est le premier principe, de limiter le travail du sol, donc le retournement par le labour. On peut même supprimer complètement le labour. Et puis, d'avoir des rotations longues. Donc, ces trois principes, c'est vraiment des rotations longues pour faire se succéder des cultures différentes et limiter les risques de maladies sur les parcelles et donc limiter aussi le besoin en produits phytosanitaires. Donc ça, ce sont vraiment les trois principes de base de l'agriculture de conservation qui pourraient être appliqués, mais qui demandent vraiment une technicité, un travail plus important de suivi des parcelles, des maladies, etc. Des réflexions sur les rotations, sur les successions, beaucoup plus techniques, on va dire. Rotation longue, ça veut dire sur combien d'années? Ça peut aller à 5, 6 ans. Parfois, j'ai vu sur certaines parcelles expérimentales des rotations jusqu'à 9 ans. Monsieur Bélaval, c'est ce que vous faites? Ah, pas du tout. Pas du tout. Donc, en fait, la rotation la plus classique, du moins, c'est une paille tous les 2 ans, soit bétane ou dur. Et ensuite, moi, c'est des cultures de semences, soit c'est du colza semence, soit de luzerne semence, soit du pois chiche, du maïs semence. Donc, c'est très diversifié. Mais c'est vrai que la paille revient tous les 2 ans. Bon, ben, peut-être à ce niveau-là, il faudrait mettre l'espacer au moins que ça revienne tous les 3 ans. Voilà, donc, voilà. A priori, vous êtes aidé par le gouvernement, vous êtes dans le sens de l'histoire. Il y a un plan légumineuse, protéines végétales qui a été annoncé, avec à la clé peut-être des subventions, le pois chiche, etc. Tout ça, ce serait très bien pour vous. Mine de rien, ça aurait peut-être un impact sur notre problème. Le plan légumineuse protéines, on en parle depuis 15 ans. Et aujourd'hui, ils ne vont vraiment pas inciter, parce que les marchés ne sont pas là. D'accord. Le poids, je suis désolé, les éleveurs aujourd'hui, ils importent quand même du soja encore qui arrive du Brésil ou d'ailleurs. Hein. Donc, notre poids, il n'est pas sa juste valeur. Moi, je serais prêt à faire des luzernes, des foins pour les éleveurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de demande vraiment
importante parce que l'éleveur est dans une filière déjà toute organisée. Et puis, bon, c'est que le soja aujourd'hui, le tourteau, il coûte moins cher. Et puis voilà. Donc, c'est dommage parce qu'on foreste des zones de la planète, alors que nous, on pourrait produire vraiment de la protéine à prix, sans vouloir s'enrichir sur le dos des éleveurs, mais on pourrait faire de la protéine localement pour les animaux. Et réimplanter de l'élevage, c'est impossible aujourd'hui? Quand on arrête l'élevage, je pense qu'on n'est pas prêt à y revenir. Mais je suis persuadé, je ne fais pas de pari, mais sur les zones du Lauragais là, qui ont été, comme mon collègue disait, Christophe, là, à grosse pente, aujourd'hui il y a des problèmes d'érosion, de fertilité, forcément. Aujourd'hui, on n'arrive plus à produire, à avoir un rendement suffisant et optimal pour tirer une marge satisfaisante. Mais je suis persuadé que dans 20-30 ans, il y aura certainement des animaux dessus, de nouveau. C'est intéressant ce que vous dites là. Vous constatez, vous, une baisse des rendements dont l'érosion est responsable? L'érosion, elle est en partie responsable parce que, si vous voulez, on perd de la fertilité des sols. Ouais. Quand vous avez plus... parce que bon, il faut le dire franchement, le travail du sol, l'activité de l'homme, de l'agriculture, que ce soit bio ou pas bio, c'est pas le débat, mais on a perdu, depuis qu'on travaille les sols depuis 30 ans ou 40 ans, on a perdu en gros 0,4 points de matière organique. Hein. Ouais. Donc on a perdu de la stabilité structurale des sols, hein, et de la fertilité, de la réserve en eau. On perd des sols liés à l'érosion, mais ça, on peut pas le chiffrer quantitativement tous les ans, mais c'est vrai qu'on en perd. Et je suis sûr que ces parcelles pentues, difficiles à travailler, où il y a peu de rendement, mettre dans 20-30 ans, reviendront en prairie, à l'élevage ou en jachère, tout simplement. Yves Le Bissonnais, c'est ce que montre cette publi de Nature. Hein, le problème des phosphates, à 50%, il serait dû à l'érosion. Ils estiment que les pertes de phosphate des terres est de 4 à 19 kg par hectare et par an. Et que si on ne résout pas le problème de l'érosion, on risque de se retrouver face au mur de l'absence de phosphate dans l'avenir. Il y a un lien entre l'érosion, Yves Le Bissonnais, et la chute des rendements pour certaines cultures dans certaines régions du monde. Alors certainement, c'est quelque chose qui est assez difficile à mesurer, à mettre en évidence, parce qu'en fait, quand il y a une baisse des rendements, on a actuellement toujours la possibilité de rajouter des engrais, même si ça coûte cher. Et donc, cet effet de baisse de rendement lié à l'érosion, il est souvent masqué par l'ajout d'intrants additionnels. Mais je voulais revenir sur cet aspect justement en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les légumineuses. Parce que c'est vraiment, on l'a entendu, c'est une question vraiment très, très importante et malheureusement qui est liée aux filières, en fait, aux débouchés économiques. Mais sur le fond, ce serait vraiment une solution gagnant-gagnant. Comme on dit aujourd'hui, c'est une solution qui serait bonne d'un point de vue économique et écologique global sur les cycles, sur les transferts de commerciaux, etc., à la déforestation, mais aussi pour les sols ici. C'est-à-dire que les légumineuses, elles apportent de l'azote au sol. Ce sont des cultures qui n'ont pas besoin d'engrais azotés, mais qui apportent de l'azote au sol, donc qui vont enrichir les sols, d'une part, et qui vont éviter d'avoir à faire ces importations de tourteaux de soja. Donc, si on avait des filières, en plus, au niveau alimentation, la consommation de légumineuses serait une très bonne chose pour beaucoup de gens, pour remplacer en partie les protéines animales. Donc, c'est vraiment une solution à terme sur laquelle je pense qu'il faut qu'on se penche beaucoup plus. Il y a eu des études qui ont été menées pour analyser la faisabilité et je pense qu'effectivement, le point faible, c'est au niveau du développement commercial des filières qui n'existent pas. D'accord. Christophe Pouyanne, il n'y a pas possibilité d'avoir des coopérations avec des éleveurs pour exporter les couverts végétaux je ne sais pas. Écoutez, il se trouve que sur ma commune, il y a un jeune éleveur qui est en cours d'installation et qui aura un troupeau de 120 moutons. Et donc, ça veut dire qu'il y a 30 hectares sur la commune qui ne seront plus travaillés et qui ont été remis en prairie. Et donc, déjà, alors, je pense que ça va faire un changement. Il va y avoir, au niveau de l'érosion, effectivement, ça va être beaucoup plus simple. Et aussi, il y a un élément qui est assez important, je trouve. Enfin, c'est peut-être un peu poète, mais
le paysage va changer aussi. Et un paysage où en hiver, on a une succession de prairies et de terres travaillées, pour l'œil de l'agriculteur aussi, moi je trouve que c'est plus agréable. Après, effectivement, ça a des vertus d'érosion, tout ça, je sais bien. Mais moi, pour mon œil aussi, je trouve que quand on travaille dans un paysage qui est pas totalement travaillé, où il y a des prairies, tout ça, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Mais moi, je suis assez content de cette installation parce que justement, je vais pouvoir observer le retour d'un troupeau sur des terres qui sont travaillées depuis 20 ans, et je vais pouvoir observer justement l'effet sur l'érosion. Didier Bellaval, vous n'avez pas d'éleveur sur votre commune? Non, je peux vous dire, c'était un petit chiffre, 1960, il y avait plus de vaches que d'habitants sur la commune. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien, il y a quelques chevaux, c'est tout. Donc, il n'y a plus d'élevage bovin, ovin, des caprins. Il n'y a pas moyen, quel moyen vous avez, vous, maire, vous êtes en même temps agriculteur, mais quel moyen vous avez, vous, maire, de faciliter l'installation d'un éleveur, si tant est que ce soit possible? On peut être, déjà, je pense, déjà, si on est d'accord, c'est bien. On peut faire voilà. Si on n'est pas d'accord, voilà. On peut faire des facilités aussi, l'accompagner dans sa démarche, notamment pour ce qui est de le mettre en relation avec des collègues, des voisins, des choses comme ça. Et peut-être aussi, on peut être aussi un peu facilitateur en cas de projet de bâtiment, des choses comme ça. Même si ce n'est pas nous qui décidons, mais bon, on peut être facilitateur là-dessus. D'accord. Et les SAFER, elles en pensent quoi? La SAFER locale, elle en pense quoi? Posez-leur la question. Elle n'est pas là, donc je vous la pose. Que fait la SAFER? Que fait la SAFER? Yves Le Bissonnais, quelle est la part c'est une question d'Internet, quelle est la part de responsabilité entre la chute du taux de matière organique et la fragilisation des sols par son travail trop important dans l'érosion des sols? Est-ce qu'il est possible, selon les types de sols, de faire la part des choses entre les deux? J'allais dire, ça dépend, effectivement, parce que non, des sols, en fait, la matière organique, entre autres, elle sert aussi de ciment entre les particules minérales du sol. Donc, les ciments qui donnent une bonne structure, donc qui vont empêcher la formation des croûtes de battance, en particulier donc le ruissellement, c'est l'argile, essentiellement l'argile et la matière organique. Donc, pour des sols très argileux, je dirais, c'est un peu moins crucial. Donc, ça va plutôt être l'effet du travail du sol qui va être négatif. Pour des sols limoneux, par exemple, la matière organique est vraiment un aspect très, très important. Mais dans tous les cas, de toute façon, ça va être bénéfique au sol d'augmenter le taux de matière organique. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le cas. Les sols cultivés perdent énormément de matière organique depuis leur mise en culture. Je voulais revenir sur un point. Je n'ai pas répondu à la question sur le phosphore parce que ça me permet d'évoquer le lien très étroit en fait entre l'érosion, les phénomènes d'érosion des sols et la qualité des eaux. Il y a vraiment une continuité entre le phénomène d'érosion parce que c'est lié au ruissellement et la qualité des eaux, des rivières, des eaux, des alimentations en eau potable, etc. Le phosphore, pourquoi il est lié à l'érosion? Parce que les particules sont absorbées sur les particules de sol, de terre, d'argile, qui sont emportées par l'érosion. Donc ça, c'est la raison. Mais il y a aussi d'autres polluants, comme les nitrates, qui sont, eux, emportés, dissous dans l'eau. Donc, finalement, le ruissellement qui est à l'origine de l'érosion, plus l'érosion elle-même, vont vraiment être à l'origine de l'entraînement de matières polluantes, donc les fertilisants, mais aussi les produits phytosanitaires, donc, qui sont perdus, entre parenthèses, que ce soit les apports d'engrais ou les éléments des phytosanitaires, ils sont perdus pour la parcelle, mais ils sont malheureusement gagnés en échange par les cours d'eau, et donc ils sont à l'origine d'une pollution importante et d'une dégradation très forte de la qualité des eaux. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a les problèmes pour l'agriculture, les problèmes de l'érosion sur la parcelle en place, mais il y a les problèmes à l'aval qui sont directement liés à ces phénomènes d'érosion et qui impactent toute la société finalement derrière, parce que ça entraîne les coulées de boue, on l'a dit, mais aussi l'augmentation du prix de l'eau au robinet, tout simplement parce qu'il nécessite des traitements supplémentaires. Parce que les eaux sont turbides, parce que les eaux sont polluées. Et puis tout ça, mine de rien, ça fait des pertes de phosphate. Je reviens au phosphate. Un étieur
Ah, bon, je vous passe le détail, mais ça expliquerait en partie aussi pourquoi le phosphate est si cher. Aujourd'hui, on est à 700 € la tonne, je crois. C'était 50 € il y a 50 ans. Je ferme la parenthèse. Il y a une autre question d'Internet, Yves Le Bissonnais. Quel est l'impact du morcellement sur l'érosion des sols? Vous y avez un peu répondu tout à l'heure, hein, avec les ruptures de pente. Voilà, quel est l'impact du... Le morcellement, justement, ce serait un moyen d'empêcher l'érosion. Donc, c'est vraiment l'agrandissement des parcelles, en particulier quand elles finissent par couvrir des versants entiers, qui est vraiment à l'origine d'un accroissement de l'érosion. Je dirais dans toutes les régions où il y avait de la polyculture élevage, comme c'est le cas par exemple en Haute-Normandie où j'ai pas mal travaillé, jusqu'à une certaine époque, il y avait encore une proportion de prairies dans le paysage qui était suffisante pour finalement tamponner tous les effets négatifs de l'érosion, c'est-à-dire que le ruissellement et les particules n'allaient pas jusqu'au cours d'eau, n'allaient pas jusqu'à l'aval, parce que des prairies captaient ce ruissellement, interceptaient ce ruissellement et cette érosion. À partir du moment où on a retourné des prairies, on arrive à un moment donné à un seuil où il n'y a plus un pourcentage suffisant, donc une mosaïque de paysages finalement, qui n'est plus assez morcelée et où il n'y a plus assez ces zones tampons, ces parcelles qui favorisaient le ruissellement. Et donc là, on bascule dans un système d'érosion catastrophique. Mais fort de votre expérience, c'était dans le Pays de Caux, je crois, Yves Le Bissonnais, est-ce qu'on peut modéliser, vous êtes face au Lauragais, vous êtes face à chez Christophe ou chez Didier et vous pouvez leur dire, ah là, tiens, compte tenu de l'écoulement des eaux, la nature des sols, la topographie, tout ce qu'on veut, c'est là où il faudrait une prairie, c'est là où il faudrait une haie, c'est là où il faudrait un bosquet. On est capable de le modéliser ça ou ce sera toujours au doigt mouillé? Alors, justement, c'est un travail qu'on a fait il y a quelques années dans un projet de recherche, justement en comparant ces deux régions, Lauragais et Pays de Caux. Effectivement, on a cherché à modéliser, c'est-à-dire à évaluer une sorte d'optimisation de l'organisation du paysage sur la répartition des parcelles, des différents types de cultures, et en particulier sur le pourcentage de prairies ou de zones enherbées minimales qu'il faudrait pour limiter, disons, une propagation et un accroissement trop important de l'érosion. Alors, c'est intéressant parce que c'est assez différent dans les deux régions. Dans le Pays de Caux, on a vraiment des bassins versants donc de forme typique, des petits bassins de quelques kilomètres carrés où on a une mosaïque de parcelles et puis finalement, le plus souvent encore des prairies à l'aval qui vont permettre de piéger ce ruissellement. Quand ces prairies disparaissent, c'est l'érosion qui va jusqu'aux villages qui sont à l'aval dans les valleuses et donc les événements catastrophiques. Donc la solution, c'est vraiment de remettre en herbe une partie de la surface du bassin, même si on ne fait plus d'élevage, créer ces bandes ou ces bas de parcelles enherbées, ces chemins d'eau, là où l'eau se concentre, où elle ruisselle, remettre de l'herbe sur quelques mètres de large. Il suffit de 5 mètres de large pour réduire de 80% la majorité des événements érosifs. Dans le Lauragais, c'est différent. On a moins cette structure en bassin versant. On a ces versants, comme je disais tout à l'heure, continus. Et là, c'est plutôt un découpage, je dirais, amont, aval, du versant en deux parcelles. Et ça ne réduit pas énormément. Je ne pense pas, honnêtement, que ce soit une nuisance trop importante pour l'agriculteur d'avoir simplement découpé son versant en deux parties, en deux parcelles différentes, pour pouvoir au moins avoir deux cultures différentes quand il a une rotation céréale, comme on disait tout à l'heure avec tournesol. Le haut est en tournesol, le bas est en céréales ou réciproquement. Et donc, on n'a plus cette longueur complète qui va être à l'origine du ruissellement sous un événement donné. Et bon, on va leur demander leur avis, Didier Bellaval. Je vous ai vu un peu faire non de la tête, ou alors je vois très mal sur mon écran. Oui, bon, après, visuellement, sur mon regard une parcelle, oui. Après, bon, dans la pratique, c'est peut-être moins évident parce que c'est vrai que. Pourquoi? Parce que bon, dans les pentes, il y a des parcelles qui sont. Il y a des pentes qui sont régulières, d'autres qui sont. Il y a des vallons qui sont à des versants dans tous les sens. Donc, si vous voulez, c'est pas facile à travailler. Après, bon, on peut toujours découper, mais c'est plus de travail. Honnêtement, c'est plus de travail, c'est plus de temps. Bon, après, c'est pas pratique. Il y a des choses à faire. Je suis persuadé. C'est pas impossible, mais je pense qu'il faudra revoir un petit peu la façon de travailler, c'est clair. Mais moi, je pense plus découper les parcelles, mais je pense, moi, je vous dis, je pense à la couverture, une belle couverture végétale. Et je pense qu'il
et travailler ma parcelle entière. Moi, c'est mon point de vue. D'accord, mais c'est plus que changer les itinéraires, c'est du réaménagement du territoire, mine de rien, Christophe Pouyanné. On change le paysage du Lauragais, a priori. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que le démembrement du remembrement, pourquoi on a fait des grosses parcelles, c'est pour s'habituer, c'est pour s'adapter aux grosses machines qui sont de plus en plus grosses. Moi, c'est sûr que, le démembrement des parcelles, ça serait déjà un bon atout. 2, effectivement, le replantage de haies. Et 3, quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui va être, à mon avis, la solution, c'est l'agroforesterie. Parce que l'agroforesterie, elle permettrait de protéger des sols, de les stabiliser. Certes, peut-être, il y aurait une perte au niveau de la surface au bout de 20 ans que les arbres auront poussé. Il y aurait une perte de rendement sur la parcelle, on ne serait pas au top. Mais à mon avis, dans l'avenir, ce n'est pas le rendement qui va nous soucier. Même si on est de plus en plus à devoir se nourrir, c'est le changement de notre alimentation qui va influencer l'agriculture. Et notre alimentation, petit à petit, on va abandonner, ou en tout cas manger, ou en tout cas, j'espère, de moins en moins de viande, parce que c'est quand même la consommation de viande qui utilise 80% de la sole française. Oui, ça d'accord, mais si vous mangez moins de viande, il y a moins besoin d'élevage, il y a moins besoin d'élevage, il y a moins besoin de prairies, et comment on va trouver la rentabilité pour un éleveur de s'installer dans le Lauragais? Il faut de l'extensivité. Oui, d'accord, mais comment motiver un éleveur alors que la consommation de viande diminue? Mais là, je fais de la fiction. Oui. Je fais After 2050, si vous connaissez ce document. Oui, de Solagro. Alors, j'y reviendrai après, parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce que dit Solagro. Alors, tout ça est un peu théorique, puis je me méfie quand vous dites la solution, je me méfie des la solution. Chacun a sa solution. L'agroforesterie en est une parmi d'autres. Yves Le Bissonnais, effectivement, tout le monde en parle, on remet des haies, mais en même temps, les agriculteurs sont parfois plus poussés à dessoucher qu'à remettre des haies. Oui, l'agroforesterie, mais quoi? Qu'est-ce qu'on met? On met des haies, mais sur quelle hauteur, sur quelle largeur, avec quelle espèce? On met des bosquets. Tout ça peut se modéliser également? Alors, je dirais la haie en soi, ce n'est pas vraiment une solution pour l'agriculteur, c'est plutôt une solution à l'aval pour protéger le villageois. Donc, c'est plutôt le côté mer là, qui va être touché par des haies qui vont protéger le village des apports de coulées de boue sur les routes ou dans le village. Après, bon, c'est vraiment, il n'y a pas une solution au miracle de toute façon, c'est vraiment, de mon point de vue, un ensemble d'éléments à prendre en compte pour limiter les phénomènes d'érosion. Donc, c'est à la fois des pratiques, comme on l'a dit, sur la parcelle, c'est des changements de rotation, c'est des couvertures plus importantes. Moi, je parlais du découpage parcellaire parce que ça me paraissait peut-être plus facile, plus réaliste que de changer complètement pour des systèmes d'agriculture de conservation où il faut des nouvelles machines, il faut des apprentissages très très longs, etc. Mais les deux ne sont pas exclusifs. C'est vraiment un ensemble de mesures, donc à la parcelle, aux limites de parcelle, si on peut avec un redécoupage, une protection de l'aval et repenser un petit peu effectivement l'ensemble des paysages cultivés parce que l'uniformité, en fait, c'est vraiment aussi une des raisons de la vulnérabilité des paysages. Donc, plus on peut limiter cette uniformité, plus ce sera bénéfique et plus ça protégera aussi des phénomènes d'érosion. On voit bien, Didier Bellaval, qu'on bute toujours sur la création de filières, sur l'économie, sur ce que ça coûte et ce que ça rapporte à l'agriculteur. Est-ce que l'appétit nouveau, poussé par le gouvernement dans la RE 2020, la nouvelle loi d'énergie, sur la biomasse, est-ce que l'appétit pour la biomasse, l'appétit pour la méthanisation, qui est d'ailleurs un des mantras de Solagro dans After 50, est-ce que ça peut vous aider, Didier Bellaval, Christophe Pouyanné, à valoriser des couverts permanents, si tant est, dans un paysage où il n'y a plus d'élevage? Valoriser un couvert permanent, en fait, c'est carrément une culture pour alimenter un système. Il faut faire de l'énergie, en fait. Ce que vous dites là. Il faut savoir une chose, c'est que parfois, dans notre région, avec le climat que nous avons, chaud, très peu froid depuis quelques années, le changement climatique, on a souvent du mal à faire pousser une culture normalement.
L'idée de remettre une deuxième culture pour alimenter un système pour faire de l'énergie, eh ben, écoutez, pour moi, ça va être compliqué. Il faut faire des choix à un moment donné dans notre région. Moi, je pense que ces plantes-là, enfin, pour la méthanisation, moi, je ne crois pas trop. Le couvert intermédiaire, le couvert qu'on peut faire pour la méthanisation. Par contre, oui, moi, je pense que pour protéger les sols, moi, je pense qu'il faut. Ces plantes-là, il faut servir pour nourrir nos sols. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être conscient de ça. Et moi, ces nouvelles filières, c'est vrai, piéger du carbone, je pense que ça, c'est important, mais c'est pour faire tourner nos sols. Hein. C'est surtout pour emmagasiner de l'eau, de la matière organique, hein, pour nourrir mieux nos plantes. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Oui, bon, j'essaie de vous trouver une solution filière, mais bon, celle-là n'est pas la bonne, l'élevage n'est pas là. Je pense, après, bon, je ne suis pas seul à… Mais enfin, moi, je trouve que des solutions, enfin, à chacun dans sa ferme, on essaie déjà d'en trouver parce que le problème de l'érosion, c'est pas un problème d'avenir, c'est un problème du présent. Donc, forcément, on y a été confronté. Donc, forcément, on trouve des solutions. Bon, moi, je ne suis pas dans le même système que Didier. J'ai beaucoup moins de terre. Je suis encore plus diversifié puisque sur 26 hectares, je fais presque 8 ou 9 cultures différentes. Je fais tout en vente directe. Donc, j'ai un système beaucoup plus global, quoi, avec beaucoup de haies, tout ça. Bon, mais des prairies que j'ai gardées, même si je n'ai pas d'élevage. Mais moi, je pense cette histoire de changement climatique, d'érosion des sols, moi, déjà, j'ai des pratiques j'ai pour principe de laisser, par exemple, pour les semis, des sols plutôt moteux, même si ça peut être un risque pour la culture, notamment le tournesol, qui a besoin, justement, qui craint un sol moteux. Qui veut une farine, lui. Moi, j'ai tendance à faire mes semis, par exemple de blé ou d'autres, de sarrasin ou de pois chiches ou de lentilles, dans des sols moteux, au cas où il y aurait justement des fortes pluies, qui fait que d'abord, ça va casser les mottes et la croûte de battance viendra bien plus tard. Après, c'est vrai que nos sols résistent mieux aux pluies qu'un sol limoneux. Parce que, voilà. Deuxièmement, moi, je trouve, alors étant en bio, dans mes sols, il y a toujours du racinaire d'adventice. Je n'ai pas comme les personnes qui désherbent avec du… Ah, vous n'avez pas employé le gros mot, allez-y. Il y a toujours une part de racines, que ce soit de la racine de la culture en place ou de la racine des adventices. Et du coup, ça me fait un sol beaucoup plus vivant et structuré. Voilà. Après, bon, moi, je suis en bio. Je sais que mes cultures, quand je les ramasse, sont beaucoup plus sales. J'ai de quoi les trier. Mes clients, ils sont contents. Je suis autonome sur les tris. Les personnes qui n'ont pas de quoi trier à la ferme sont aussi dévalorisées quand ils amènent à la coopérative, parce que si c'est trop sale, on leur enlève une part du prix de la récolte. Alors moi, je pense que les agriculteurs qui sont tributaires des coopératives et de l'agroalimentaire, qui sont la majorité aujourd'hui, je pense qu'ils seraient d'accord pour changer leurs pratiques, mais il va falloir maintenir le niveau de vie. OK, qu'on leur dise, vous laissez des prairies en haut des parcelles, même s'il n'y a pas d'animaux dessus, ce n'est pas grave, ça sera quand même des réservoirs de biodiversité, on est gagnant-gagnant, mais il va falloir les dédommager. Didier Bellaval, comment sont vos sols, vous? Plutôt bien. Plutôt bien. Non, plutôt bien, c'est-à-dire en gros, je ne suis pas comme mon collègue au niveau de la biodiversité des sols, tout ça, bon, je ne sais pas structure, je pense être certainement moins bien. Mais si vous voulez, par rapport à mes voisins qui ont pratiqué le labour régulièrement, par rapport à mes voisins qui ont vendu aussi le blé, la paille aussi, que moi je garde sur mes sols comme mon voisin, moi j'ai des sols qui tiennent la route, mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a quand même une dégradation qui se fait. Malgré tout. L'érosion qui est là, et quand je n'arrive pas à quantifier, mais bon, on ne peut pas nier qu'elle n'est pas. Donc, je pense que j'ai besoin aussi pour remettre en route le système de fonctionnement du sol, tout simplement, hein, c'est remettre un petit peu de carbone, de la matière organique. Mais bon, voilà, donc et ça, je pense le faire, mais pas avec des apports extérieurs de matière organique, des pailles que je pourrais, des foins ou autre chose. C'est avec les plantes vivantes qu'il faut faire ça. Après, bon, voilà, c'est trouver la solution progressive et durable de trouver, d'un côté, avoir
continuer à avoir revenu aussi, hein, ça c'est le minimum, et en prenant moins de risques, parce que c'est vrai que j'ai pris des gros risques en mettant un couvert végétal sur un tiers de la surface, hein, plus d'un tiers, avec du semi-direct sous couvert. Ah, c'était magnifique, c'était beau, du tournesol qui fleurissait au mois de octobre, tout, avec des plantes. Mais ça n'a pas marché. Et bon, c'est magnifique, mais après, si vous voulez, la rentabilité économique, bombée avec le salissement que j'ai eu dessous, que je ne vais plus maîtriser à 100%, et bien voilà, là, ça a été moins bon. Et c'est là où je vais relaborer, où je refais de l'érosion. Voilà, je pense qu'il y a des solutions, mais il y a dans l'accompagnement, il y a de la pédagogie, il faut bien comprendre ce qu'on fait et puis bien voir un petit peu, il faut être un agronome, il faut le voir sur le sol, tout, pour dire comment ça se passe, les racines, les adventices, ça aussi, on se fait des fois déborder par des plantes qu'on ne connaît pas ou des ravageurs. Hein, donc, c'est un nouveau apprentissage. Yves Le Bissonnais, on s'achemine vers la fin de l'émission. Oui, j'ai eu une grosse coupure de son, mais je voudrais revenir juste un petit mot sur la méthanisation, parce que je pense que c'est quand même important de dire que la matière organique, a priori, elle doit quand même retourner en priorité au sol. Les sols ont besoin voilà, de cette matière organique pour vivre, pour qu'il y ait cette microfaune. On n'a pas beaucoup parlé de la biodiversité du sol. Allez-y. Et je pense que c'est un élément très, très important. Les résidus, la matière organique, elle nourrit toute cette microfaune, tous ces micro-organismes du sol et ces macro-organismes également en cascade. Et les sols ont vraiment besoin de ça. Donc la méthanisation, ça peut être une solution complémentaire, je dirais, dans certains cas où il y a des excédents structurels, où il y a des excès d'azote, mais aller vers une industrialisation de cette activité sur des grandes surfaces agricoles, moi je dis méfions-nous, surtout justement dans les cas des sols qui sont soumis à l'érosion, parce que finalement on va perdre de la matière organique dans les sols et du coup fragiliser encore plus ces sols et les rendre plus vulnérables au phénomène d'érosion. Alors certains vous écoutent, hein, Yves Le Bissonnais, le conseil régional de la région Grand Est a établi une charte de bonnes pratiques en matière de méthanisation qui a interdit le financement de certaines unités parce que manifestement il y avait un risque de culture dédiée et de non-retour des digestats sur les sols. C'est le conseil régional qui a mis ça en place face à l'appétit de certains ou agriculteurs ou industriels ou communes. Enfin voilà. J'avais une question moi qui n'a peut-être rien à voir. Je pose la question à tous les trois. Est-ce qu'il y a un impact du drainage sur l'érosion ? Et est-ce que le drainage peut avoir un rôle pour lutter contre ou au contraire favoriser l'érosion ? Voilà. N'oubliez pas que vous parlez à rhizobium. Drainer un sol pour rhizobium, c'est l'horreur. Il faut garder les prairies humides, malheureusement. Non, enfin, moi je ne peux pas vous répondre, je n'ai jamais rien drainé. C'est vrai que j'ai des prairies, s'il se met à beaucoup pleuvoir, ben, pendant 3 mois, 4 mois, je n'y vais pas parce que c'est impraticable. C'est gorgé d'eau, tout ça. Il n'empêche que beaucoup de surfaces sont drainées dans le Lauragais. Donc... Je ne peux pas répondre à cette question. Mais en fait, on draine plutôt des zones planes où il y a des excès d'eau. Donc, les zones où il y a vraiment des besoins de drainage et les zones où il y a d'érosion sont un peu disjointes spatialement. Ce n'est pas les mêmes parcelles en général. Alors, j'ai une question très technique. Ce sera la dernière que je pose à vous trois parce que je ne sais pas qui l'a posée. Question de Jean-Pierre Sartou. Pour diversifier la rotation et trouver de nouvelles espèces, que pensez-vous de Tinopyrum intermedium alias blé pérenne ou Kernza? Quesaco. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Et ben voilà. Je noterai, j'ai fait de la recherche dessus, mais... La réponse est faite. Yves Le Bissonnais, le mot de la conclusion. On n'a pas parlé du changement climatique, en tout cas pas répondu. Alors allez-y, ce sera la conclusion. Le changement climatique, il peut interagir avec les phénomènes d'érosion parce que l'un des éléments du changement climatique, c'est l'augmentation d'événements extrêmes, donc de pluies très fortes à un moment donné, donc des orages d'intensité plus forte, en tout cas c'est ce que les modèles prédisent, et par ailleurs des périodes plus sèches. Donc une couverture plus faible dans les zones semi-arides ou un peu limites, et donc à nouveau une protection moins forte des sols. Donc dans les deux cas, ça va plutôt dans le sens d'une aggravation du risque d'érosion, donc méfions-nous et prenons les précautions pour anticiper sur ces phénomènes-là dans les zones les plus sensibles. Christophe et Frédéric et Didier. Moi, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur la solution. Effectivement, ce serait l'agroforesterie. Effectivement, ce n'est pas la solution. Il n'empêche, dans la perspective d'un changement climatique, l'arbre tient le sol
et l'arbre protège le sol. Alors, à mon avis, en évaluant les avantages et les inconvénients, même s'il y a une dépression sur le rendement des cultures intermédiaires, je pense qu'on est tout gagnant. J'imagine des sécheresses sur des parcelles qui sont protégées par des arbres avec enracinés, mais je veux dire, dans cette solution-là, moi je vois tout bénef, quoi, franchement. Voilà. Très bien. Un dernier mot, M. Bellaval? Simplement pour conclure, mon avis sur l'érosion. Moi, j'ai deux piliers sur lesquels je compte travailler, je travaille déjà, c'est les couvertures végétales, ça c'est clair, permanente, intermédiaire ou sous forme de plantes de campagne. Hein, c'est vraiment c'est le végétal qui va nous aider, je pense, dans l'oraguer à protéger, nous protéger de l'érosion et aussi limiter le travail du sol. Ça aussi, bon, on en a parlé, c'est vrai que chaque fois qu'on remue du sol, bien forcément, on le met à disposition de grosses intempéries et ça crée de l'érosion. Bien. Merci à tous. Merci. Christophe Pouyanne, Didier Bellaval. Noël arrive, donc il n'y a pas d'émission le jour de Noël. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est complètement ridicule. On démarrera l'année le 19 janvier par le prochain C'est dans le sol, avec le roi de la microbiologie des sols. Je cherchais un truc encore plus ridicule à sortir, mais là, il est temps que j'aille manger, avec Lionel Rangeard, donc de l'INRAE de Dijon. Nous ferons une petite discussion, donc la microbiologie des sols avec lui. Il est directeur de recherche en écologie des sols, donc à l'INRAE de Dijon. Je vous annonce aussi la publication d'un dossier spécial érosion publié par l'Association française d'études des sols, la FES, à l'issue de la Journée mondiale des sols qui s'était déroulée en présentiel à Vannes l'an dernier. Une synthèse multimédia est accessible depuis le site web de la FES. Merci à tous, merci à toutes les participants et participantes. Vous êtes encore 88, on est monté à plus de 100. Bravo, il est quand même 21h40, il est temps d'aller manger la soupe. Moi, je ne sais pas ce que mes enfants m'auront laissé, à mon avis, strictement rien. Je vais voir un peu de pain, de l'eau suffira. Ouais. Non, je vais essayer de trouver un peu de luzerne. Apparemment, c'est pas si mal. Merci à tous. Bonne fête, confinés. Vous avez vu, ça va pas être joyeux, mais bon, hein, voilà, amusez-vous quand même. Mangez, buvez, soutenez l'agriculture française. Et voilà, en mangeant et en buvant, mesdames, messieurs, merci, à bientôt. Au revoir.